Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal sur Green TV International. Les journalistes du Togo ont été à l'école de la météo la semaine dernière. Au cours d'un atelier de 2 jours organisé par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ils ont été outillés sur comment mieux transmettre les informations hydrométéorologiques à la population. Au Maroc, les cultures précoces et certaines conditions météorologiques désagréables pourraient entraîner une baisse du produit intérieur brut à la fin du premier trimestre de cette année. Comment cela est-il possible? Les détails dans ce journal. Et au Kenya, un satellite du nom de Taifa 1 va désormais fournir les données météorologiques et permettra de sauver le bongo des montagnes, qui est une espèce d'antilope menacée de disparition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, l'Agence nationale de la météorologie du Togo a organisé la semaine dernière à Lomé un atelier de formation des médias sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local. Pendant 2 jours, les professionnels des médias ont été outillés sur comment mieux transmettre les informations climatiques à la population. Le compte rendu avec les images d'Emeka Gatche. Comment mieux prévenir les populations sur les informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau national et local? C'est le principal but de cet atelier organisé par l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET, à Détikopé, dans la périphérie de Lomé, la capitale. Oui, merci beaucoup. Donc, l'atelier de formation sur les informations météorologiques et climatiques, on ferait au niveau des médias. C'est vraiment renforcer les capacités des différents journalistes qui interviennent surtout dans la diffusion des informations hydrométéorologiques et climatiques au niveau de notre pays. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand la météo, qui dans son rôle régalien, élabore et met à la disposition des informations au niveau de la population, ce sont les journalistes qui doivent relayer ces informations au plus fin fond de notre pays. Donc, il est donc urgent de pouvoir outiller ces journalistes-là, de comprendre comment nous élaborons l'information, de comprendre les termes techniques que nous utilisons et de mieux transmettre ces informations-là au niveau des populations les plus reculées. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, avec les changements climatiques, les aléas deviennent de plus en plus récurrents et il va falloir dès maintenant pouvoir outiller ces journalistes-là pour pouvoir faire la diffusion de l'information la plus fiable, la plus correcte possible pour nos populations les plus vulnérables. Donc c'est dans ce sens-là que nous avions bénéficié des fonds auprès de notre organisation météorologique mondiale pour pouvoir organiser cette activité-là ce matin qui va se tenir aujourd'hui et demain, donc durant 2 jours. Pendant 2 jours, les professionnels issus de différents médias ont suivi des présentations pour mieux s'approprier les termes et mécanismes mis en place par la météo Togo pour collecter, traiter et transmettre les informations des prévisions obtenues par les météorologues. Merci pour l'opportunité que l'ANAMET nous donne de pouvoir participer à ce genre de formation. Vous aurez constaté aujourd'hui que les effets pervers des changements climatiques ne sont plus vraiment à rappeler à qui que ce soit. Nous vivons aujourd'hui les effets pervers des changements climatiques, d'autant plus déjà que nous sommes dans une période où nous devons normalement avoir un peu de fraîcheur avec l'harmattan, mais aujourd'hui à Lomé, c'est une chaleur qui ne dit pas son nom. Et pour nous disons que ce genre de formation nous permet à nous journalistes beaucoup plus spécialisés sur cette thématique de pouvoir sensibiliser, de pouvoir informer nos populations sur ce qui se passe au niveau de la météo. Et je crois que nos attentes aussi, c'est de pouvoir maîtriser les termes techniques qui seront véritablement utilisés dans ce genre de thématique pour pouvoir mieux les distiller dans notre manière de partager les informations, dans notre manière de traiter ces genres d'informations qui ne sont pas forcément des informations à titre généraliste au niveau de nos populations, mais des informations qui sont beaucoup plus techniques. Donc c'est à nous, journalistes, de pouvoir mieux diffuser ces genres d'informations pour que tout le monde soit véritablement au même niveau d'information. Voilà. Plusieurs présentations et discussions ont meublé les 2 jours de cet atelier. Ceci afin de permettre aux hommes de médias de mieux diffuser les informations des différents bulletins d'information et d'alerte météorologique aux populations en mettant un accent particulier sur les langues nationales. En termes des informations météorologiques,
tous les termes météorologiques que nous utilisons dans nos informations, les bulletins quotidiens, les bulletins mensuels, les bulletins décadaires, les bulletins saisonniers et les bulletins d'alerte. Les thèmes utilisés, il faut que les médias vraiment soient renforcés en capacité pour que le message soit bien passé auprès des populations. En dehors de ça aussi, on aura à voir les terminologies utilisées dans les informations hydrologiques, comme les débits, les crues, au niveau de l'hydrologie. Tous les thèmes utilisés également seront expliqués en français facile pour que la transmission soit bien faite également. Après ça aussi, après la pluie, il y a le ruissellement qui passe par l'hydro et maintenant il y a le catastrophe qui vient. Donc le catastrophe, c'est l'ANPC qui gère la gestion des catastrophes. Donc l'ANPC aussi va présenter les informations concernant la gestion des catastrophes. Il revient alors aux médias de mettre en pratique les connaissances acquises pour mieux servir les populations, surtout celles situées en milieu reculé. Parlons toujours du Togo. Notons que le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, va réaliser plusieurs travaux pour minimiser les risques d'inondation dans la capitale Lomé. Parmi les actions, on cite la construction des ouvrages de drainage d'eau pluviale et la construction de caniveaux. Les travaux vont débuter dans le quartier Sagbado avant de s'étendre dans d'autres quartiers de la capitale. Afitou Mbereko nous en dit plus. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, entend réaliser plusieurs travaux, notamment les ouvrages de drainage d'eau pluviale, la construction des caniveaux pour minimiser les risques d'inondation dans la capitale Lomé. Il a été annoncé par le ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat la construction de 28 km de caniveaux longeant les rues en cours d'aménagement des quartiers de Baie, Oba et Tocoin d'Oumassé. Les travaux de construction d'ouvrages de drainage vont débuter sur 20 km à Sagbado le long des 8 km de voies desservant les sites du projet de logement collectif prévu dans cette périphérie. L'exécutif prévoit également de réaliser des travaux d'assainissement dans la zone Umbi, dans la commune d'Agoy-Niveau 1, à travers la construction du collecteur exutoire pour le bassin vers la rivière Zio et des caniveaux. Selon le ministère piloté depuis septembre 2023 par Kodjo Adedje, les travaux de curage de certains bassins clés de Lomé et le débouchage des exutoires à la plage de Lomé devraient se poursuivre. Ce département ministériel va réaliser ces travaux grâce à un financement de 12 milliards de francs CFA prévu dans la loi de finances 2024. Direction l'Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa a approuvé le 5 janvier dernier un protocole d'accord entre le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité afin de clarifier leurs responsabilités concernant la Commission sud-africaine d'approvisionnement en électricité ESCOM et de résoudre la crise en électricité dans ce pays. Selon le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie, la capacité totale de production d'électricité de l'Afrique du Sud, toutes sources confondues, est de 58 095 MW. Plus de précisions dans ce récit signé Irène Papadine. En Afrique du Sud, le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité ont signé le 5 janvier 2023 un protocole d'accord afin de clarifier leurs responsabilités respectives concernant la Commission sud-africaine d'approvisionnement en électricité ESCOM et la résolution de la crise énergétique dans le pays. Selon les données officielles, ESCOM, la première des compagnies de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, produit environ 95% de l'électricité utilisée dans le pays et environ 45% de l'électricité utilisée en Afrique. ESCOM produit, transporte et distribue de l'électricité aux clients industriels, miniers, commerciaux, agricoles et résidentiels ainsi qu'aux redistributeurs. D'après le président Cyril Ramaphosa, malgré que des progrès significatifs ont été réalisés pour réduire la gravité des délestages, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. L'approche collaborative décrite dans le protocole d'accord renforcera encore les efforts d'ESCOM pour réduire la crise de l'électricité. Le protocole d'accord tient compte de la constitution d'ESCOM et définit les rôles et les responsabilités du ministère de l'Électricité. Ainsi, le ministre de l'Électricité, Konzicho Ramugupa, est chargé de veiller à la mise en œuvre du plan d'action énergétique et du plan de relance de la production d'ESCOM.
Selon le ministre de l'Électricité, le gouvernement multiplie les investissements notamment dans le secteur nucléaire pour une production supplémentaire de 2500 MW d'ici 2033 afin de répondre aux questions de sécurité nationale et de souveraineté énergétique. Au cours de ces dernières années, l'économie sud-africaine s'est développée au rythme très rapide, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'électricité. La capacité de production de l'Afrique du Sud est restée constante alors que la demande n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné une pénurie d'électricité. Actuellement, le charbon, principale source d'énergie en Afrique du Sud, représente environ 80% du mix énergétique du pays. Selon le plan de ressources intégrées de 2019, 24 100 MW de sources d'énergie thermique conventionnelles, en particulier le charbon, sont susceptibles d'être mis hors de service dans les 10 à 30 prochaines années. On quitte l'Afrique du Sud pour le Nord, où la croissance économique du Maroc devrait connaître une modération à la fin du premier trimestre de cette année. Selon les estimations, le PIB du pays sera de 2,4% en fin mars contre 3,5% l'année dernière. Un ralentissement qui est dû au retard de l'installation des cultures précoces, à la sécheresse et à la baisse de la pluviométrie. Les détails avec Irène Papadji. Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024, le déficit de la pluviométrie des 4 premiers mois de la campagne qui aurait atteint 53% seraient les principales causes du ralentissement du PIB. Selon l'économiste Asseni Thiam, la croissance attendue du Maroc devrait atteindre 2,5% alors que les estimations prévoyaient une croissance d'au moins 3%, en sachant aussi que l'année dernière, à la même période, pour les mêmes semestres, le pays a atteint une croissance de 3,5%. Ce qui s'explique par les différents facteurs, notamment le secteur agricole qui n'a pas autant donné comme prévu à cause de la sécheresse et des inondations. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives, estimée à moins 11,8% en 2023, poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle. D'après le dernier rapport de la Banque mondiale, la reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. On quitte le Maroc pour le Zimbabwe où 15 mineurs qui étaient coincés dans une mine d'or il y a quelques jours ont été libérés. Le ministre des Mines a déclaré que les travailleurs étaient en bonne santé après avoir recouvert la liberté. Léon Sabo pour les détails. La mine d'or Redwin, une propriété de Metallon Corporation, s'est effondrée après un effondrement depuis jeudi dernier. Les autorités avaient déclaré qu'un tremblement de terre serait à l'origine de cet accident. Les familles de ces mineurs coincés campaient sur le site du village minier de Penalongato, situé à 270 km à l'est de la capitale Harare, en attendant que leurs proches soient secourus. Cette région regorge de beaucoup de travailleurs sans papier, gagnant leur vie malgré les difficultés économiques, surtout après que la mine a été placée sous tutelle d'entreprise en 2020. Il est à rappeler que les accidents liés aux mines sont fréquents au Zimbabwe. En septembre dernier, 9 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement de Beros Mine, une mine d'or désaffectée à Chegutu, à environ 110 km à l'ouest d'Harare. Le ministre des Mines, Soda Zemu, a rassuré que les travailleurs étaient en bonne santé et en pleine forme après avoir été secourus. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux montrant ces mineurs couverts de boue accueillis par une foule sur le site minier.
Parlons toujours du secteur des mines. Une bonne nouvelle vient pour l'industrie et l'économie locale guinéenne. En effet, après quasiment 3 décennies de revers et de scandales, une mine de fer verra son exploitation débuter cette année. C'est un immense projet estimé à 20 milliards de dollars portant l'extraction, la récupération et le traitement de ce minerai. L'exportation de la matière naturelle permettra de renforcer l'offre mondiale de l'ordre de 5%. Rafitoun Bereko vous fait le point. L'un des principaux atouts du continent africain reste ses nombreuses ressources naturelles. 27 ans après la découverte d'une mine de minerai de fer en Guinée, les plans de développement et de gisement de ce minerai vont débuter en cette année 2024 avec l'approbation de Pékin aux partenaires chinois de Rio Tinto. Soutenu par un investissement de 20 milliards de dollars, le projet inclut 2 mines de développement d'un système ferroviaire de 600 km et un port en eau profonde à proximité de la capitale Conakry. L'exploitation de ce plus grand projet minier au monde permettra de renforcer l'offre mondiale de l'ordre de 5%. Au total, 9 partenaires, à savoir l'entreprise Rio Tinto, un groupe minier multinational anglo-australien, le gouvernement guinéen et 7 autres groupes, entreprises et consortiums sont impliqués dans la gestion de ce projet. L'exportation de la matière naturelle devrait principalement se faire par voie maritime. Une belle nouvelle pour l'industrie et l'économie locale qui ont dû attendre près de 3 décennies avant de pouvoir en profiter. Des mines, parlons maintenant de la technologie au service de l'environnement. Une des premières missions opérationnelles sera confiée à un satellite 100% kenyan. Durant les 5 prochaines années, les images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par Taifa 1 permettront de protéger les bongos des montagnes qui sont une espèce menacée de disparition au Kenya. Alexandra Adekombi. L'Agence spatiale kenyane et la réserve naturelle du Mont Kenya ont signé le 5 décembre 2023 à Nairobi, la capitale, un accord de partenariat pour sauver de l'extinction le bongo des montagnes grâce à l'utilisation des technologies géospatiales. Ce partenariat d'une durée de 5 ans permettra l'exploitation des images satellitaires ainsi que les données météorologiques fournies par Taifa 1, le premier satellite kenyan. Grâce aux données de Taifa 1, il sera désormais possible de suivre de près les déplacements des bongos dans les montagnes, fournissant ainsi des informations précieuses pour assurer leur sécurité et favoriser leur déplacement dans les régions montagneuses du pays. Cette technologie de pointe permettra également d'obtenir des données météorologiques précises, fournissant des informations essentielles pour la surveillance des conditions environnementales qui affectent la population des bongos ainsi que leur habitat naturel. De son nom scientifique Tragelaphus, le bongo des montagnes est une espèce gravement menacée. Cet animal ne vit plus dans quelques régions du Kenya, dans les montagnes d'Aberdare, le mont Kenya ou encore la forêt Mau, dans la vallée du Grand Rift. Leur population est désormais estimée à une centaine d'individus seulement. Taifa 1 n'est pas à sa première mission du genre. En juillet 2023, une collaboration a été établie entre l'Agence spatiale kenyane et l'ONG américaine Tomorrow Now dans le but d'utiliser les données spatiales pour mieux anticiper les crises climatiques comme les sécheresses et les inondations. Taifa 1, qui signifie Nation 1 en Swahili, est le tout premier satellite d'observation de la Terre entièrement conçu par les ingénieurs kenyans. L'engin équipé de capteurs optiques capables de prendre des photos simultanément dans plusieurs gammes de fréquences à l'intérieur du spectre de la lumière visible et au-delà a été mis en orbite le 15 avril 2023 depuis une base américaine en Californie. Par cette opération, le Kenya rejoint la quinzaine de pays africains qui se sont lancés dans la conquête de l'espace. Parlons toujours du continent. L'Afrique est attendue sur sa capacité à améliorer sa gestion des déchets solides. Mais cela passera par la mise en place de solutions plus concrètes en matière de collecte, de tri et de recyclage de ces résidus qui risqueraient d'atteindre la barre des 244 millions de tonnes par an d'ici à 2025 si les tendances actuelles persistent. D'autant que pour la seule année 2016, le continent a généré 174 millions de tonnes de déchets solides selon ONU Habitat. Retrouvons Alexandra Atikombi.
Durant les 12 prochains mois, la réflexion des décideurs africains s'agissant des déchets solides devra davantage être portée sur la mise en place de solutions concrètes et innovantes. Le premier tableau axé sur la collecte de ces résidus devra être repeint dans la plupart des pays africains, car si actuellement la plus grande partie du budget consacré à la gestion des déchets solides dans les pays en développement va à la collecte, moins de la moitié des déchets produits en Afrique sont collectés de manière formelle. Et dans certains pays, cette pratique est souvent inexistante, surtout en zone rurale. La conséquence est que ces déchets se retrouvent dans les rues et les cours d'eau. Lorsqu'ils se décomposent, leurs particules sont libérées et polluent l'environnement, notamment les sols sur lesquels seront cultivés les aliments que nous mangeons. Rien qu'en 2016, le continent a généré 174 millions de tonnes de déchets solides selon ONU Habitat. En 2024, le premier challenge est de réussir à réduire la quantité de déchets solides jetés dans les rues pour espérer atteindre un taux moyen de 69% de débris collectés d'ici à 2025, indique le Programme des Nations Unies œuvrant à un meilleur avenir urbain. Une attitude passive de la part des gouvernements et acteurs du secteur des déchets en Afrique serait dangereuse pour le continent qui risquerait alors d'atteindre la barre de 244 millions de tonnes par an à l'horizon 2025. Là où les solutions traditionnelles de collecte des déchets solides portent très peu de fruits, les solutions plus modernes pourraient être une aubaine pour plusieurs pays africains. Parmi ces solutions figurent les poubelles intelligentes qui sont encore très peu vulgarisées en Afrique. Bien que la production de déchets solides soit actuellement plus faible en Afrique que dans les pays développés, l'Afrique subsaharienne pourrait devenir la région dominante au niveau mondial. Cette production est alimentée par la croissance démographique, l'urbanisation rapide, l'augmentation de la classe moyenne, l'évolution des habitudes de consommation et des modes de production, ainsi que le commerce et le trafic de déchets à l'échelle mondiale. Le second tableau à repeindre en 2024 concerne l'élimination des déchets collectés. Actuellement, plus de 90% des déchets produits en Afrique sont éliminés dans des décharges non contrôlées, souvent accompagnées de brûlage à l'air libre, indique ONU Habitat dans une étude intitulée « Les problèmes de déchets en Afrique ». Or, ces ordures pourraient être transformées en richesses, ce qui participerait en même temps à réduire la pollution. Pour transformer les déchets solides en richesses, la solution serait le recyclage. Si plusieurs pays recyclent déjà leurs résidus, les disparités en fonction des pays demeurent importantes. On estime que 70 à 80% des déchets solides générés sont recyclables, mais seulement 4% des déchets solides sont actuellement recyclés en Afrique, d'après les Nations Unies. Pour réussir à dépasser la barre des 4% des déchets recyclés cette année, il faudra donc multiplier les installations de recyclage dans les villes et villages, se doter d'une main-d'œuvre qualifiée s'agissant du recyclage des déchets solides, former la main-d'œuvre locale pour soutenir les projets et assurer la maintenance des installations. Seulement, l'implémentation de cette politique demande d'importants financements dont les États ne disposent pas toujours. Hors du continent, pour clore cette édition, le régulateur allemand de l'énergie a affirmé la semaine dernière que plus de la moitié de la production d'électricité en 2023 en Allemagne vient des énergies renouvelables. La part du charbon a reculé, même reste tout de même importante. Léonce Sago. Les énergies renouvelables ont pour la première fois couvert plus de la moitié de la production d'électricité en Allemagne en 2023, avait annoncé le régulateur allemand de l'énergie dans un communiqué. La plupart de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables s'est établie à 55% en 2023 contre 48,42% en 2022. Les éoliennes y ont contribué à 31% sur les installations sur terre et sur mer. Le photovoltaïque a représenté 12% et la biomasse 8%. La part d'utilisation du charbon, quant à elle, a reculé mais reste toujours importante. Elle s'est établie à 26% du bouquet de production contre 34% l'an précédent. L'Allemagne avait augmenté son recours au gaz russe de 31% en raison de la guerre en Ukraine, même si le réchauffement climatique est lié au recours aux énergies fossiles.
Sortir du charbon reste le principal défi de la transition énergétique menée par la première économie européenne. Le gouvernement allemand prévoit atteindre 80% d'énergie renouvelable dans la consommation d'ici 2030, un objectif assez ambitieux. Au cours de la COP28, le président Macron avait exhorté la G7 à montrer l'exemple en sortant du charbon avant 2030. Ceci n'est en aucun cas négociable, a ajouté le président français fin décembre. Soulignons que la plupart du nucléaire dans la production, à savoir 6% en 2022, a diminué après la fermeture des 3 derniers réacteurs du pays en printemps. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale, c'est sur Green TV International.